Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui avec Sébastien pour le module RSE Training. Sébastien, est-ce que tu veux te présenter peut-être? Oui, tout à fait. Donc, bonjour tout le monde. Donc Sébastien, je suis donc référent RSE CFE-CGC et ambassadeur à la plateforme RSE de la métropole nantaise. Et je suis aussi président de l'association Réseau 2D. Anne-Laure? Ravie d'être avec toi aujourd'hui. Donc Anne-Laure Guilleneuf, je suis responsable de l'agence Déclic à Nantes, qui est une agence de conseil et de formation en RSE. Donc la RSE, le sujet qui va nous animer aujourd'hui pendant 45 minutes. Toute cette journée du 10 décembre, voilà, en votre compagnie. Alors que va-t-on avoir dans ce module ? Alors, donc on vous propose aujourd'hui un module RSE Training. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un module premier pas pour vous présenter les fondamentaux de la RSE. Donc on va vous dire l'essentiel et l'idée, c'est de vous donner envie de vous lancer dans une démarche en vous donnant quelques éléments clés et avec une animation assez sympa puisqu'elle est inspirée du célèbre jeu le Burger Quiz. Tout à fait. Donc on va vous proposer plusieurs questions et qui vont rythmer en fait le module RSE Training. RSE, vous aurez le choix entre de votre côté de pouvoir, soit vous-même, soit à travers le chat, pouvoir choisir entre 3 réponses qui vont vous être proposées à chaque question intéressante avec le choix soit mayo, soit moutarde, soit ketchup. Ça va être bombardé de bonne humeur, ne vous inquiétez pas. Et vous aurez bien évidemment les sources à chaque référence d'article de presse ou de chiffres clés. Vous aurez les données et puis vous aurez le PowerPoint qui sera disponible via le module interactif. Et je vous propose de démarrer. Tout à fait. C'est parti. Alors, que veulent dire les initiales RSE ? Donc, à votre niveau, vous allez pouvoir choisir. Est-ce que ça veut dire mayonnaise, rôti, sauce échalote ? Est-ce que ça veut dire la moutarde redonner du sens ensemble ? Ou est-ce que ketchup ? Est-ce que la RSE veut dire responsabilité sociétale des entreprises ? On vous laisse quelques secondes. On vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Je donne la bonne réponse ? Oh oui. Donc c'est responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Voilà. Tout à fait. Alors, il y a une première définition qui nous vient de l'Europe et qui donne la RSE comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Tout ça vient se greffer sur un contexte de développement durable au sein du monde de l'entreprise qu'on retrouve, Anne-Laure, à travers ce petit dessin. Tout à fait. Donc on entend souvent parler de développement durable, RSE. Parfois on dit RSE, responsabilité sociale et environnementale. Il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. En tout cas, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que quand on parle RSE, développement durable, finalement on parle du même sujet. Simplement le terrain d'application est différent. Et donc quand on parle de RSE, c'est l'application du développement durable dans l'entreprise. Et donc vous voyez sur ce schéma, on a 3 grands domaines qui sont importants en matière de RSE. Le social, qu'on considère être un objectif, donc c'est-à-dire satisfaire les besoins humains et favoriser l'équité. L'économie comme un moyen, puisque la RSE et la performance, et on y reviendra, ne sont pas antinomiques, loin de là. Et donc l'objectif d'une démarche RSE, c'est bien d'aller vers plus de performance, même si on n'envisage pas la performance qu'au sens économique du terme. Et puis la question environnementale, bien sûr, qui est très importante, donc le fait de valoriser et de préserver les ressources naturelles et l'environnement comme une condition. Voilà, les 3 thématiques structurantes de la RSE. De la RSE. Tout ça vient s'inscrire dans un mot-clé au niveau de la RSE qui est la temporalité, bien évidemment. Les retours sur investissement ne sont pas sur des temps courts, mais bien des temps longs, des temps qui sont en phase avec le monde de l'économie et le monde humain, bien évidemment. On fait souvent le parallèle en fait entre... quand on parle de course, par exemple, on va parler de sprint, des fois sur la performance économique, on va aller le plus vite possible pour gagner en performance. Là, sur la RSE, on va plutôt être sur un marathon. Un marathon, tout à fait. Donc voilà, on va prendre le temps, on va s'inscrire dans un moyen long terme, mais souvent l'arrivée vaut la peine. Vaut la peine. Donc c'est intéressant vraiment d'y aller, mais il ne faut pas espérer avoir forcément des retours là tout de suite maintenant, même s'il peut y en avoir, mais il faut vraiment s'inscrire dans une vision moyen-long terme de l'entreprise. Tout à fait. Alors il y a donc une autre définition un peu plus large qui vient parler de RSE comme de RSO, responsabilité sociétale des organisations, tout ce qui va être les écoles, le service public, etc., les ONG, qui est donc la suivante, l'intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités économiques. On retrouve les 3 thématiques, et à leurs relations avec les parties prenantes que sont, ce qui est en vert ici, les salariés, les actionnaires, les fournisseurs, les sous-traitants, les consommateurs
les collectivités publiques et les ONG. On retrouve ça à travers ce petit dessin. Et qu'est-ce qui est intéressant, Anne-Laure, dans ce dessin? Ce qui est intéressant, en fait, c'est de ne pas envisager l'entreprise vraiment comme une organisation qui fonctionnerait seule, tournée vers elle-même, mais on est bel et bien en fait sur une entreprise qui est tournée sur son écosystème et qui travaille en lien et en interaction avec toutes ses parties prenantes. Alors chaque entreprise en fait a des parties prenantes spécifiques en fonction du secteur d'activité, en fonction de la taille, en fonction d'un certain nombre de paramètres. Une entreprise n'adresse pas systématiquement les mêmes parties prenantes, mais en tout cas sur ce schéma qui est proposé par Novetic, qui est un média très intéressant en matière de RSE, vous avez les grandes familles qu'on retrouve assez facilement dans pas mal d'entreprises, donc les actionnaires, les fournisseurs, les collaborateurs, ce qu'on appelle les parties prenantes internes, parce qu'il y a vraiment une distinction en fait entre les parties prenantes internes et externes. Puis vous avez les riverains, les clients évidemment qui sont essentiels, les ONG, les syndicats, les pouvoirs publics. Et donc ce qui est intéressant de travailler en matière de RSE, c'est qui sont mes parties prenantes et quelles sont mes parties prenantes stratégiques, celles avec laquelle j'ai un lien stratégique, avec qui j'ai des intérêts communs et comment je vais dialoguer avec elles dans la durée. Et ça, c'est vraiment structurant en matière de RSE et c'est essentiel d'avoir ça en tête. Voilà, on n'est pas sur l'entreprise qui fonctionne seule sur elle-même, on est vraiment sur l'entreprise dans son écosystème et qui travaille en interaction avec toutes ces grandes familles. Un véritable écosystème. Alors, la question suivante, Anne-Laure. Alors, que veulent dire les initiales ODD? Alors, la réponse maillot, l'ordre des dirigeants distingués. La réponse moutarde, les objectifs de développement durable. Et la réponse ketchup, les orientations de développement du monde. N'hésitez pas dans le chat à donner votre avis et vos réponses sur cette question-là. Eh bien, les ODD, ce sont bien donc les objectifs de développement durable qu'on va retrouver à travers ce petit dessin en forme de donut. Alors, le donut, pourquoi? C'est que le cercle du centre détermine les limites sociales et le centre externe détermine les limites environnementales. On va donc retrouver 17 thématiques qui ont été classées par l'ONU il y a déjà 4-5 ans, je crois, 2015, et qui, grosso modo, sont une sorte de feuille de route. L'idée est de dire que toutes ces thématiques doivent être impliqués dans une démarche développement durable, donc dans une démarche RSE, pour pouvoir garantir une performance. Et l'idée au niveau global planétaire est de ne pas réinventer l'eau chaude à travers chaque nation, mais de bien comprendre les interactions. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'interaction entre divers ODD ? Ce qui est intéressant, et je te rejoins complètement sur les ODD, c'est de bien faire le lien et d'avoir une vision internationale du sujet, parce que c'est vrai que c'est un enjeu global, planétaire, et ce qu'on rencontre aujourd'hui en France, finalement, est partagé par plein d'autres pays. Après, ce qui est intéressant pour moi par rapport aux ODD, c'est de bien adresser aussi aux entreprises leurs ODD prioritaires, parce que là, on a 17 ODD. Donc, par exemple, on a le premier, c'est pas de pauvreté, le 10e sur les inégalités de salaire ou le 11e sur ville et communauté durable. On voit qu'on adresse des sujets assez différents et qu'en fonction des entreprises, on ne va pas forcément mettre les priorités au même endroit. Donc, pour moi aussi, l'un des enjeux en matière de RSE et pour une entreprise, c'est de pouvoir positionner quels sont les ODD à adresser en priorité et en fonction de ces ODD et des fameuses cibles dont tu parlais, de pouvoir ensuite avoir une démarche RSE cohérente avec un plan d'action structuré. Et global. Voilà, c'est ça qui est super intéressant, effectivement. Alors, sur la petite frise, tu vas pouvoir nous expliquer, petite, mais on va vous le détailler très rapidement. Encore une fois, vous n'oubliez pas que vous aurez les liens et vous aurez le PowerPoint complet. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les évolutions entre le concept et les acteurs et ce qui s'est passé dans le temps, en fait? Oui. Alors après, je vais vous épargner un cours d'histoire parce que j'aurais peur de vous ennuyer un peu. Mais en tout cas, ce qui est intéressant à travers la frise, c'est de se rendre compte que la RSE n'est pas un concept nouveau, que ça fait aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'années qu'on parle de RSE, que le concept a bien sûr beaucoup évolué au fur et à mesure des années, a pas mal muté, et que parfois aussi quand on parle de RSE, le concept peut être un peu galvaudé ou rattaché aussi aux obligations légales des entreprises. Donc finalement, le concept, c'est pas tant ça qui est important, mais c'est surtout les enjeux en termes de transition. Et ce qu'on peut observer, en tout cas depuis plusieurs années, c'est une vraie accélération, que ce soit au niveau mondial ou au niveau France, des sujets de responsabilité
société avec une arrivée en fait, notamment de la prise de conscience des consommateurs. On voit vraiment une vraie évolution sur ces sujets-là, que ce soit dans la mode, dans l'alimentation, dans plein de secteurs en fait, où les consommateurs ont des exigences de plus en plus fortes, ce qui contraigne aussi les entreprises à proposer des produits de plus en plus responsables. Donc on voit qu'on arrive vraiment sur un cercle vertueux, mais qui n'a pas démarré il y a 3 ou 4 ans, quoi. Tout à fait, ce qu'on appelle les consommateurs, parce qu'ils ont bien un poids dans cette RSE au niveau global, avec la particularité, c'est que arrivés sur cette petite frise en bas à droite, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont 7,55 milliards. C'est intéressant de pouvoir accueillir toutes ces personnes et toutes ces parties prenantes autour de la table. Alors, la RSE se compose de combien de piliers? Si vous pensez que c'est maillot 2 piliers, pour 5 piliers, vous allez choisir moutarde, et pour 248 piliers, vous allez choisir ketchup. Quelques secondes. Anne-Laure, à ton avis? Eh bien, je vais choisir moutarde. Moutarde, eh bien, bravo Anne-Laure, effectivement. Nous avons ici donc, le social, la gouvernance, l'économie, le territoire et l'environnement. Ce sont vraiment les 5 thématiques clés de cette RSE. Est-ce que tu peux nous donner quelques petits détails sur un en particulier, ou en tout cas cette interaction entre chaque pilier? Alors en tout cas, on va revenir un peu plus en détail sur justement concrètement ce que chacun de ces domaines veut dire et qu'est-ce qu'on y met en termes d'actions concrètes, parce que la RSE, c'est pas juste un concept, c'est aussi du concret, et c'est bien vers ça qu'on a envie d'aller aujourd'hui à travers ce module. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'initialement, la RSE donc, est adossée à un référentiel ISO, qui est le référentiel ISO 26000, et qui initialement est composé de 7 familles. Et donc au niveau territorial, à l'échelle de la région et à l'échelle de la métropole nantaise, on a fait un travail de simplification de l'ISO pour amener en fait ces 7 familles à 5 familles, pour avoir un langage clair et lisible vis-à-vis des entreprises, et puis pour faciliter en fait la structuration, la formalisation ensuite de plans d'action. Donc on a choisi en fait d'arbitrer sur ces 5 grands domaines. Donc la qualité de vie au travail, le social. Donc là on va vraiment être sur l'entrée bien-être, vraiment sur une entrée plutôt collaborateur. On va en reparler après. Voilà, l'interne de l'entreprise. Ensuite, on va être sur la gestion de l'entreprise, qu'on appelle la gouvernance, donc les modes de gestion. Tout ce qui est lié aux activités économiques responsables. Donc sur l'économie, on l'a dit tout à l'heure, hein, RSE, économie, ça matche bien, voilà, ça matche bien. On n'est pas sur des sujets qui sont complètement dissociés, loin de là. On a toute la dimension implication locale, l'ancrage territorial. Et puis ensuite, évidemment, la partie très importante aussi, hein, mais elles sont toutes importantes, c'est la question de l'environnement. Et ce qui est intéressant, comme pour les ODD, c'est que dans une démarche RSE, en fait, une entreprise ne va pas pouvoir être parfaite partout, et ce n'est pas forcément l'objectif non plus. On est vraiment dans une idée, en fait, dans un objectif d'amélioration continue. Donc l'intérêt, c'est qu'elle puisse adresser tous ces sujets, et elle ne pourra pas mettre la priorité partout, il faudrait y aller par étapes, c'est vraiment un cheminement. Mais en tout cas, c'est important d'être vraiment dans une démarche RSE globale, et de ne pas seulement, par exemple, traiter l'environnement et de négliger le social, ou de traiter uniquement la gouvernance et de ne pas axer sur l'économie. Enfin, il faut vraiment avoir un regard sur ces 5 grands domaines. De façon transversale. Alors là, on va rentrer dans le lourd des questions, et on va pouvoir interagir à travers ces 5 thématiques. N'hésitez pas, encore une fois, à poser aussi des questions dans le chat. Nous serons très intéressés par vos questions et vos interrogations. Alors, sur la partie économique, les 100 plus grandes entreprises privées détiennent plus de capital que mayonnaise 15 États, moutarde 95 États ou ketchup 197 États. Alors, on vous laisse répondre dans le chat. Anne-Laure, à ton avis? Eh bien, si ma mémoire est bonne, je dirais ketchup 197 États. Eh bien, bravo. Effectivement, depuis 2002, le capital financier des 100 plus grandes entreprises privées est supérieur au capital des 197 États connus par l'ONU. Alors après, l'idée n'est pas de lancer un débat sur est-ce que c'est bien, pas bien. L'idée est surtout d'expliquer et de démontrer que le poids économique des entreprises, et donc de leur importance dans les actions et de leur responsabilité, il est avéré et il n'est plus négligeable au niveau global. Donc les entreprises ont un véritable un mécanisme de redevabilité envers le système et une capacité d'action sur cette thématique du développement durable, le fait d'avoir, encore une fois, un monde viable, vivable et durable. L'économie.
Alors, Tout à fait. Alors, une démarche RSE donc structurée permet d'augmenter sa performance économique de 4%, donc plus que le livret A, maillot. déjà bien. 13%, il paraît que ça porte bonheur. Moutarde ou ketchup, ben non, ça rapporte rien la RSE. Bon. Eh bien, moi, je partirais bien sur la moutarde, effectivement. Plus 13%, et ce n'est pas nous qui le disons. C'est un rapport de janvier 2016 de France Stratégie. France Stratégie, la division des prospections du ministère de l'économie de Bercy. Et grosso modo, ils ont pendant 2 ans analysé 8000 entreprises, tous secteurs confondus, tous territoires géographiques confondus, PME, TPE, grandes entreprises. 4000 entreprises qui font de la RSE sans le savoir, 4000 entreprises qui ont une structure RSE affichée et une vraie colonne vertébrale. Et ensuite, ils ont regardé la performance économique, principalement l'excédent brut d'exploitation. Et France Stratégie a donc pu constater qu'il y avait plus 13% de performance financière. Tout à fait. Et c'est un chiffre qu'on utilise quand même aussi assez régulièrement parce que déjà, il est basé sur une étude solide, parce que c'est vrai qu'il y a pléthore d'études et c'est pas toujours évident de trouver les bons chiffres, mais là, en l'occurrence, on est vraiment sur un rapport qui est légitime et qui fait sens. Et c'est vrai que c'est un chiffre intéressant parce que ça permet de contrecarrer parfois les quelques contestataires qui pensent que justement la RSE... est juste un coût. Voilà, et juste une contrainte et finalement, on se rend compte que non, elle peut générer quand même des choses assez intéressantes pour l'entreprise. Tout à fait. Alors, la gouvernance, un autre pilier. Le système de gouvernance idéal pour la RSE, c'est quoi, à ton avis? Est-ce que c'est maillot pyramidal, comme les Égyptiens? Est-ce que c'est moutarde matricielle, pour n'oublier personne? Ou est-ce que ketchup, c'est un système cloud 5G en mode binaire? Alors, à ton avis? Je vous laisse deviner la réponse qui a été formulée par un informaticien dans cette pièce. Moi, je dirais moutarde, matricielle. Effectivement, bravo. Le système le plus performant en RSE, effectivement, est un système où les acteurs, on l'a vu tout à l'heure, les fameuses parties prenantes, sont totalement interconnectés et avec une vision stratégique très transversale, très globale. On le ressent bien toujours dans le rapport de France Stratégie, c'est cette vision et cette gouvernance-là qui porte le plus ses fruits à travers la démarche RSE. Tout à fait. Alors peut-être pour compléter, juste sur la partie gouvernance, il y a aussi pas mal de formes aussi d'entreprises. On entend souvent parler des scopes, par exemple, où il y a des modèles aussi qui favorisent justement des modes de gouvernance assez intéressants, même si le statut ne fait pas vertu. Donc c'est pas parce qu'on est une scope que ça veut dire qu'on est responsable. Mais par contre, ça peut induire des pratiques aussi intéressantes en mode de gestion de l'entreprise. Et sans être forcément une scope, on peut aussi d'ailleurs avoir des façons de fonctionner ou de collaborer qui sont intéressantes. Et en tout cas, ce qui est vraiment central, c'est justement l'implication des collaborateurs. La question suivante. La question suivante. Donc, à ton avis, Seb, Sébastien, Monsieur Boll, pour améliorer l'implication des collaboratrices et collaborateurs, j'améliore soit maillot, la qualité du café au distributeur, moutarde, la texture des poignets du baby-foot, et ketchup, le dialogue social. Eh bien, la réponse est assez simple pour moi, ça va être ketchup. Effectivement, on a pu bien évidemment constater qu'un dialogue social de qualité était gage de performance. Là, dernièrement, avec la crise du Covid, on a bien pu démontrer, et plusieurs recherches ont pu démontrer que l'écoute, la confiance et la participation des salariés rendraient l'entreprise plus performante, plus résiliente à travers des crises sanitaires, des crises économiques ou toute autre métacrise. À chaque fois, donc, on vous donne les liens pour pouvoir vous enrichir à travers les articles. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, nous ferons un plaisir de vous répondre. On va passer au social, et là je vais te poser la question, est-ce qu'1 euro investi en qualité de vie au travail, la fameuse QVT, peut rapporter jusqu'à maillot 1 euro, c'est déjà ça? Est-ce que ça peut rapporter 13 euros? Ça c'est de la performance pour la moutarde. Et ketchup, je ne crois ni en la QVT ni au Père Noël. Eh bien c'est la 13. Super. Enfin, c'est la 13, c'est 13 euros. C'est le 13 euros. Voilà. Voilà, effectivement, il y a un retour sur investissement. Voilà. Donc, il y a un retour sur investissement qui nous a été donné par l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, qui montre qu'une bonne qualité de vie au travail bien construite, encore une fois, ce n'est pas systématique, mais en tout cas, peut aller un ratio de 1 à 13. On a comme chiffre clé au niveau de la QVT le chiffre de l'absentéisme en France qui coûte à la société avec un grand S, fonds public, privé, la sécurité sociale, etc., 107 milliards d'euros par an.
Ce chiffre, il est juste faramineux. Et on a un rapport qui a été sorti en 2017 de tête, 2016-2017, sur la QVT comme un levier de performance économique. Et là, on commence aussi à avoir des retours d'expérience depuis toutes ces années sur des exemples d'entreprises qui ont pu avoir des performances humaines et donc des performances financières. En tout cas, c'est pour ça que la question de tout à l'heure était intéressante sur les poignées de baby-foot, Tout à fait. Même si elle peut paraître un petit peu anecdotique, mais c'est vrai que souvent on assiste aussi à des entreprises qui vont parfois mettre des bonnes pratiques en place, typiquement le baby-foot, qui est un exemple qu'on voit assez régulièrement et qui en fait bien sûr ne suffit pas en fait pour favoriser la qualité de vie des collaborateurs, même si c'est vrai que le baby-foot c'est très sympa. Mais ce qui est intéressant c'est vraiment d'être sur des bonnes pratiques quand même assez approfondies et de voir justement concrètement comment on peut impliquer les collaborateurs et comment on peut favoriser en fait leur qualité de vie. Donc assez concrètement, on peut par exemple travailler sur la conciliation des temps, donc le fameux équilibre vie professionnelle, vie privée sur lequel il y a pas mal de choses à faire et notamment en ces temps un peu compliqués de télétravail, où les frontières deviennent de plus en plus floues. Donc il y a des actions très, très concrètes à développer, à mettre en place et qui rejoignent aussi les problématiques de gouvernance parce que finalement en RSE tout est vraiment lié. On vous a présenté un peu le sujet en silo, mais il y a beaucoup de transversalité et finalement les sujets fonctionnent aussi ensemble. Donc voilà, c'est un sujet en tout cas assez central. Et comme on dit, le baby-foot, c'est la cerise sur le gâteau, mais d'abord il faut un gâteau quand même. Voilà, bon. Tout à fait. Alors, je vais te poser la question suivante. Ma question préférée. Ta question préférée, c'est une évidence. À compétence égale, une femme gagne 26% de moins qu'un homme. Cet écart sera comblé en 2021 après la crise du Covid, en 2050 en même temps que le premier astronaute sur Mars, ou en 2186, et on est vraiment désolé par avance, nous les hommes. Alors, la réponse. Nous les femmes aussi. Ketchup, du coup, 2186. Bon, et alors qu'est-ce qu'on a fait sur le territoire nantais pour agir contre ça? Alors déjà, peut-être une petite explication quand même sur le chiffre, parce que 26% c'est très élevé. Donc ce qui est important, c'est que dans 26%, d'ailleurs, on n'est pas à même compétence. Il y a une petite coquille parce qu'à même compétence, c'est 16%. 26%, c'est tous les hommes et femmes confondus. Et donc, on arrive à un écart salarial extrêmement élevé qui s'explique notamment parce que les femmes, aujourd'hui, sont dans très peu de familles professionnelles et sur des familles professionnelles qui sont les plus précaires et les moins rémunératrices. Donc, ce qui explique un écart aussi fort. Et quand on lisse, en fait, tous les critères et qu'on a vraiment deux personnes qui ont le même âge, le même nombre d'années d'ancienneté, qui exercent le même métier, on est à 10% aujourd'hui d'écart de rémunération, donc ce qu'on appelle la discrimination brute, en fait, qui n'est liée en fait qu'au fait d'être une femme. Donc partant de ce constat, c'est vrai que sur le territoire, une initiative a vu le jour pour accompagner les femmes en fait sur le sujet de la négociation salariale, puisque la négociation, ça fait partie évidemment des clés en fait pour obtenir une meilleure rémunération et que ça passe bien sûr par une prise en compte des entreprises et des politiques d'entreprise qui sont proactives sur les sujets et volontaires, et ça passe aussi sur le travail sur les stéréotypes et sur le fait de donner le message aux femmes qu'elles prennent confiance en elles en fait pour négocier leur rémunération. Elle dure combien de temps? Elle coûte combien cette formation? Donc c'est une formation gratuite qui est dispensée régulièrement en fait sur le territoire, c'est un module de 3 heures. Aujourd'hui, il y a 2500 femmes qui ont été formées à l'échelle métropolitaine, la métropole nantaise. Et donc, c'est une formation qui continue d'avoir lieu et en distanciel et peut-être bientôt de nouveau en présentiel. En présentiel, nous l'espérons. Voilà. Eh bien, super. Alors, on va pouvoir passer au territoire. Voilà. Et donc, Anne-Laure, à ton avis, est-ce qu'une entreprise peut s'impliquer sur son territoire en agissant en local pour le développement durable des territoires, à travers la biodiversité, l'insertion, etc., etc. Moutarde, en aménageant autour de son siège des barbelés et des sentinelles? Ou est-ce que Ketchup, en refusant systématiquement toutes les demandes de stage, à ton avis? Eh bien, j'opterais quand même pour mayo. Mayonnaise, très bien, bravo. Alors, un exemple clé sur le territoire?
Un exemple clé, eh bien, c'est le dispositif entreprise accueillante que vous pouvez retrouver en fait sur le site de la métropole, de la plateforme RSE de la métropole nantaise. L'idée en fait, c'est d'inciter les entreprises ou de valoriser aussi les entreprises qui le font déjà à être des entreprises accueillantes. Donc entreprise accueillante, ça veut dire quoi? Comme son nom l'indique, en fait, c'est ouvrir les portes de l'entreprise à d'autres personnes que ses propres collaborateurs. Donc c'est accueillir des jeunes en stage de troisième, par exemple, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est facile quand on est issu peut-être de familles un peu privilégiées de trouver des stages, mais pour certains quand il n'y a pas de réseau, c'est quand même compliqué. Quand il n'y a pas de réseau, ça reste un enjeu, donc les entreprises peuvent avoir un rôle clé en fait pour ouvrir leurs portes. Ça va être aussi favoriser l'insertion, en fait. Ça peut être de gens qui sont en difficulté, de jeunes de quartiers prioritaires. Il y a plein de façons différentes de favoriser l'insertion. Donc finalement, être une entreprise accueillante, c'est des actions relativement simples à mettre en place, qui sont peu chronophages et qui peuvent aussi donner du sens à des salariés en place, qui vont donner du temps, qui vont expliquer ce qu'elles font. Qui vont être fiers de l'entreprise dans laquelle ils sont. Et puis ça va aussi contribuer pour l'entreprise à développer sa marque employeur et à donner envie, pourquoi pas, à ce jeune de troisième qui a aujourd'hui 14 ans, peut-être dans 10 ans, de rejoindre cette entreprise. Voilà, vous avez le lien en bas de la page, encore une fois, n'hésitez pas, posez vos questions dans le chat, nous y répondrons avec grand plaisir. Alors, on va pouvoir passer à l'environnement. Le jour du dépassement, est-ce que c'est le jour où les humains ont dépassé les ressources renouvelables pour l'année, mayonnaise? Est-ce que la moutarde, c'est le jour où tonton a doublé sur la file de gauche? Ou est-ce que c'est ketchup, le premier jour des soldes, et ma carte bancaire est déjà bloquée? À ton avis? Je laisse un petit peu le temps de la réflexion. N'hésitez pas. Je sens que c'est pas évident là sur cette question. Bon. Du coup, je vais choisir maillot. Écoutez, très très bien. Hein. Alors, effectivement, ce jour du dépassement, on en entend beaucoup parler, mais il faut bien effectivement comprendre ce qu'il y a effectivement derrière. C'est que sur notre planète, nous n'en avons qu'une. Hein, encore une fois, on plante toujours la phrase « il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète B ». La planète nous fournit gracieusement et gratuitement des ressources physiques, dont des ressources renouvelables. Et que ces ressources renouvelables, à force de piocher dedans d'année en année, nous avons épuisé en cours de trimestres et de mois. Et ici, vous avez la courbe depuis les années 70, une courbe qui est en progression. Alors, nous avons une explication assez simple pour 2020, tu vas nous l'expliquer dans quelques instants, mais si nous continuions comme ça, à l'instant T aujourd'hui, il nous faudrait 1,6 planètes pour pouvoir survenir aux besoins de l'entière humanité. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2020 pour que la courbe baisse un peu ? On a une petite maladie qui s'est invitée, je crois, dans notre quotidien, sur le monde entier finalement, la Covid-19, qui a engendré plusieurs séries. Enfin là, en l'occurrence, on est au deuxième confinement. Un premier confinement où vraiment il y a eu un grand stop en fait sur les activités, un coup de frein qui est inédit, qui s'est jamais produit jusqu'à présent, et qui a bien sûr eu une incidence très forte sur les activités économiques, et qui dit incidence sur les activités économiques dit incidence sur le climat. Et donc de la contrainte en fait est né finalement un impact plutôt positif, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui a été estimée en France à moins 30% là, pendant les mois d'avril et mai. On a vu par exemple, je regardais ça ce matin, le trafic aérien, l'estimation pour l'année 2020 c'est moins 66% de trafic aérien au niveau mondial. Donc c'est quand même un truc incroyable qu'on n'aurait jamais pu imaginer finalement. Sauf qu'on ne peut pas vraiment réellement se réjouir. Bon, déjà parce que c'est quand même un virus un peu chiant. Tout à fait. Voilà. Et en plus, parce qu'on n'est pas sur un vrai changement structurel qui permettrait d'inscrire les choses dans la durée. Donc, quelque chose de subi quand même. Voilà, on subit. Et donc, le point positif, c'est qu'on voit que c'est possible. Donc quand on met des actions fortes en œuvre et des mesures phares, finalement, on voit qu'on peut avoir un vrai impact. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un vrai changement structurel, on est sur, comme tu le dis, un mouvement subi. Et donc on peut malheureusement craindre qu'une fois que cette crise sera dépassée, qu'on revienne à nos bonnes vieilles habitudes et que malheureusement, on continue en fait de griller au fur et à mesure des années. Ce que n'auront pas les générations futures, ce qui est la définition du développement durable. Alors, la question suivante, c'est toi qui me la poses. Oui.
Alors, par an, un Français produit combien de kilos de déchets ménagers? Alors, est-ce que c'est 110 kilos mais pas de muscles? 375 kilos le poids total en charge de ma voiture? Ou 580 kilos le poids d'un ours polaire? Alors on vous laisse répondre, hein, encore une fois. Mayo, moutarde, ketchup dans le chat. Eh bien, il faut savoir que chaque Français par an produit l'équivalent d'un ours polaire, effectivement. Nous sommes, l'ADEME nous rappelle, les données suivantes, 580 kilos par habitant, ce qui fait un petit peu plus de 2 tonnes pour une famille moyenne, 2 adultes, 2 enfants. Tout ça a vraiment été pris en considération par l'État et les acteurs, hein, au global. Encore une fois, on reparle de parties prenantes à travers donc la fameuse loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui est donc sortie en février 2020. Les décrets arrivent en cours de route. Il est bien clair qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre, dans un pays riche comme le nôtre, de gaspiller autant de matières premières, de nourriture, etc. etc. Et c'est à tout le monde d'agir. Il y a énormément de campagnes zéro déchet qui arrivent dans les écoles, dans les associations, qui ciblent les citoyens. Le monde de l'entreprise aussi est en train de s'accaparer cette thématique, et c'est tant mieux. Pour produire 1 kilo de viande rouge. Le fameux rôti. Le fameux rôti du dimanche. Bon, est-ce que, à ton avis, il faut mayo 175 litres, parce que la vache Marguerite a toujours soif? Est-ce qu'il y a moutarde, il faut 980 litres, et ouf, on est en dessous des 1000? Ou est-ce qu'il faut ketchup, 15 500 litres d'eau, pour l'équivalent de 70 baignoires pleines, pour produire 1 kilo de viande rouge, à ton avis? Eh bien, je dirais ketchup. Eh bien, ketchup. Malheureusement. Alors, encore une fois, l'idée ici n'est pas de débattre sur viande, pas viande. L'idée est de comprendre l'impact, encore une fois, à travers l'élevage, mais surtout, bien retenir cette phrase clé qui est « la solution est dans l'assiette ». Beaucoup de fois, on pense que la première action, c'est la réduction des déplacements, la réduction des déchets, etc. Ils sont importants, bien évidemment, mais il y a une action hyper importante que nous pouvons tous faire 3 fois par jour, le matin, le midi, le soir, et les goûter. C'est d'agir sur ce qu'on a dans notre assiette. Effectivement, il y a un impact essentiel sur les gaz à effet de serre, les terres arables, les matières premières. Et ça, tout le monde peut s'accaparer ça. Les jeunes sont très tendance, hein, sur cette thématique. Mais est-ce que tu as un petit exemple clé de ce qui peut être mis en place ? Je pense qu'en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de ne pas dissocier le citoyen du salarié ou le citoyen du dirigeant, parce que c'est vrai que là, sur la question environnementale, on prend l'angle aussi citoyen, et ce qui est important, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en œuvre, et que ce soit en tant que citoyen dans ma vie quotidienne de tous les jours, ou dans ma vie de salarié, ou dans ma vie de dirigeant finalement. Donc, et typiquement, sur la question de l'alimentation, c'est comment je vais pouvoir mettre en place des bonnes pratiques pour favoriser par exemple déjà les circuits courts, le local. Comme tu le disais, on ne va pas faire un débat maintenant sur viande ou pas viande, mais en tout cas de peut-être minimiser en fait sa consommation de viande, sachant qu'au niveau mondial d'ailleurs elle est quand même en baisse. En train de baisser au niveau mondial. Pour la première fois depuis 2 années consécutives, en fait, on consomme moins de viande qu'auparavant, donc il y a quand même des signaux intéressants. Et c'est vrai que là le schéma est quand même assez représentatif sur le bœuf et l'incidence que ça peut avoir. Sur la question des déchets aussi, pour revenir à la question précédente, je repense toujours moi à une phrase que j'avais entendue dans une entreprise, un petit clin d'œil à l'entreprise CETI, où l'une des personnes en charge de la RSE m'avait dit « le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas ». Et je trouve que c'est une phrase qui est hyper pertinente, parce que finalement, on parle beaucoup de recyclage ou de réduction des déchets, mais en fait, finalement, c'est comment je peux éliminer le déchet à la source, ne pas le créer, pour finalement ne pas avoir ensuite la problématique du recyclage, quoi. Donc ça aussi, c'est important, en fait. C'est comment je tends vers le zéro déchet, et comment je fais en sorte d'en avoir le moins possible, parce qu'on voit que finalement, ensuite, les déchets qu'on va recycler, ça pose pas mal de difficultés et d'autres questions. Donc le mieux, c'est de ne pas en produire finalement. Ouais. Tout à fait. Il y a, encore une fois, on rappelle toujours cette phrase emblématique qui est la seule entité sur Terre qui a réussi à faire du zéro déchet, c'est Dame Nature. Elle a 4,5 milliards d'années d'expérience. Ce serait intéressant de pouvoir l'écouter en tout cas. Nous voilà sur la dernière thématique abordée à travers ces questions. On a été ravis avec vous d'aborder cette thématique de la RSE à travers ce module Nego Training. On espère que vous avez passé un bon moment.
avec cette tendance Nego RSE training à travers, c'était trop facile. On vous remercie beaucoup en tout cas. Moi je vais vous proposer, je vais te laisser la conclusion, chère Anne-Laure. Je vais vous proposer cette petite phrase de Mahatma Gandhi qui est soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est que souvent on demande à son dirigeant, à la communauté de communes, au maire de la ville, au chef de gouvernement, de pouvoir être dans le changement. Mais je pense que le changement démarre par soi-même et par une ouverture d'esprit très large. Et c'est ça aussi qui fait peut-être la complexité de la RSE, mais qui fait sa vraie force. C'est qu'elle ne laisse aucune thématique de côté, aucune partie prenante de côté, et permet de construire et d'être les architectes d'un meilleur futur. Je voulais te laisser le mot de la fin en tout cas. Merci Sébastien. Donc oui, je te rejoins complètement. Et en tout cas, je pense que ce qui est important, c'est de se dire justement... en tant que citoyen, en tant que salarié ou peu importe la casquette qu'on a, c'est de se dire qu'à son échelle, on peut agir. On a souvent l'image du colibri, en fait, et bon, c'est une image très parlante. Et en tout cas, je pense que chacun peut faire des choses en fait, à son échelle pour contribuer à ce que demain, on ait un monde plus durable et dont on soit fier en fait, pour les générations futures. Tout à fait. Voilà. Écoutez, on vous remercie énormément. On voulait pouvoir vous conseiller de continuer les modules, bien évidemment, de ce 10 décembre sur le Social Change 100% digital. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions et interagir. Et on vous souhaite une superbe journée et de très bonnes fêtes de fin d'année. Ça va passer très très vite. Bonne journée Parfait. à tous. Merci beaucoup. Au revoir.